Bonsoir Antoine Arjakovski, Bonsoir. merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste des relations russo-ukrainiennes, vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Parlons de Mariupol tout d'abord. Quand on écoute les Ukrainiens, certains disent Mariupol c'est une vengeance de Vladimir Poutine. Il a essayé de prendre la ville en 2014 pendant l'invasion de la Crimée, l'annexion de la Crimée. Il n'a pas réussi cette fois-ci, il se venge. Il se venge, c'est vrai. Il a aussi cet objectif stratégique qui consiste à prendre toute la bande côtière qui va jusqu'à la Crimée. Et puis, il se venge aussi parce que c'est une ville sur laquelle les Européens ont beaucoup investi. Entre 2014 et 2022, ils savaient que c'était un lieu stratégique. L'Union européenne a ouvert une délégation, des entreprises françaises sont venues, y compris des contrats ont été signés pour la purification des eaux de la ville de Mariupol. Il y a des centres commerciaux qui se sont construits. Donc c'était l'idée de montrer aux habitants du Donbass... Européenne. C'était une vitrine européenne. Insupportable pour les habitants du Donbass qui, eux, par contre, le Donbass occupé, s'enlisent de plus en plus dans une situation économique infernale. Les mines de charbon sont fermées, il y a des problèmes d'environnement, le niveau de vie baisse. Et en face, on voit des super centres commerciaux, la délégation européenne qui vient, la possibilité pour les habitants de l'Ukraine de voyager en Ukraine, en Europe sans visa. Voilà, c'est ça qui était insupportable aussi pour Vladimir Poutine. Et en même temps, ça fait un continuum entre le Donbass et la Crimée. Absolument, c'est pour ça que j'ai dit que c'était aussi un objectif stratégique. Ils sont étouffés, ils ne peuvent plus commercer par la mer d'Azov. Les Ukrainiens. Les Ukrainiens, et or, on le sait, c'est un des plus grands pays exportateurs de blé, par exemple, au Moyen-Orient, en Afrique. Donc là, ils sont étouffés et ça va poser des problèmes non seulement à l'Ukraine, mais à tous ces pays d'Afrique et du Moyen-Orient qui ne vont pas pouvoir recevoir toutes les récoltes. Donc voilà, c'est un des objectifs également de Vladimir Poutine, c'est cette guerre commerciale. On parlait au début du journal des combats qui se déroulent aux abords de Kiev, dans cette ville d'Irpin, qui est l'objet de combats, d'offensives contre-offensives. Vraiment, quand l'état-major russe a annoncé un changement de stratégie, de recentrage à l'Est, tout ça n'existe pas en fait. Non, si réellement il s'était recentré sur l'Est, il demanderait à son armée qui encercle Kiev de retourner vers Donetsk ou vers Lugansk, ce qui n'est pas le cas. En revanche, ce qu'on observe, c'est que les Ukrainiens profitent du fait que ces troupes-là sont stationnées ne sachant pas trop quoi faire et reprennent Irpin et encercle une partie des forces russes du côté ouest de Kiev. Donc voilà, c'est quand il y a une incertitude sur la stratégie, les Ukrainiens en profitent. Mais le chef d'état-major a annoncé aujourd'hui que ça reste un objectif stratégique pour les Russes de prendre Kiev et il demande à être extrêmement vigilant pour les Kieviens. Alors, en attendant, donc, pendant les combats, il y a des négociations de paix qui vont commencer. On le disait au début du journal, on a vu la délégation russe arriver à Istanbul. Et Vladimir Zelensky, il ne va pas participer à ces négociations. Ce sont des émissaires des deux côtés qui vont discuter. Le président ukrainien prend la parole. Il a récemment pris la parole. Il prend la parole presque tous les jours, incessamment. Et cette fois-ci, avant ces négociations, il a mis une proposition nouvelle sur la table. On écoute Volodymyr Zelensky. Puisque les Russes disent que c'est une garantie pour eux, ce point des négociations est compréhensible pour moi. Il est en discussion, on l'étudie en profondeur. Alors, est-ce que c'est quelque chose d'important, cette neutralité? On peut en discuter profondément, c'est le terme qu'il a choisi. Ça, d'abord, ce qui est intéressant dans cet extrait que vous avez diffusé, c'est qu'il le dit en russe. Donc ça veut dire qu'il s'adresse directement aux Russes. Il l'avait déjà dit lorsqu'il avait donné son interview la semaine dernière pour les chaînes de télévision publiques. Il dit « Moi, je suis prêt que l'Ukraine soit neutre ». Du reste, c'est ce que les Ukrainiens avaient accepté en 1994. Au moment du mémorandum de Budapest, c'était une façon pour l'Ukraine de se dénucléariser, donc d'accepter la neutralité. Simplement, ce qu'il ne veut pas, c'est refaire l'erreur, et il le dit dans cette interview de 1994, où on avait donné un document écrit à Zelensky, où on lui garantissait l'intégralité de ses frontières, la protection de ses frontières, mais sans réel engagement des pays. Et donc ce qu'il dit aujourd'hui, c'est que pour que nous acceptions cette neutralité de l'Ukraine, nous demandons à ce que les pays
occidentaux qui vont nous soutenir sur ce chemin, eh bien, par exemple la Pologne, il a cité également la Grande-Bretagne, ces pays-là puissent faire ratifier par leur Parlement ces garanties de sécurité. Donc il veut une sorte d'assurance qu'il n'avait pas obtenu en 1994, que l'Ukraine n'avait pas obtenu en 1994. Donc ça, c'est un point très important. C'est le fait qu'il y ait des pays occidentaux qui lui garantissent la protection de ses frontières. Donc c'est ne pas être dans l'OTAN, mais c'est être protégé par La d'autres pays. Grande-Bretagne, l'Angleterre, il a cité la Turquie également. Il veut qu'il y ait C'est quelque chose d'acceptable selon vous par Vladimir Poutine ? Moi, je ne peux pas me mettre à la place de Vladimir Poutine, mais ce qui est inacceptable pour les Ukrainiens, c'est d'être complètement tout nus, d'une certaine façon, militairement, face à la Russie, qui est la deuxième armée du monde. Ils ne veulent pas que ça se reproduise. Donc, d'accord, ils sont prêts à repousser une éventuelle intégration dans l'OTAN, mais ils disent qu'il y a deux conditions. La première condition, c'est qu'il y ait des pays occidentaux qui nous garantissent l'intégralité de nos frontières, et qu'ils le ratifient par leur Parlement. Et la deuxième condition, c'est que ça puisse être accepté par le peuple ukrainien. Et donc c'est là... Il parle de référendum. Absolument. Mais comment on fait un référendum quand il y a 10 millions d'Ukrainiens qui sont déplacés ? Alors, c'est là où il dit deux choses. D'une part, ce référendum ne se produira pas en présence de l'armée russe. Il faut que l'armée russe quitte le territoire. Et je suis prêt à rencontrer Vladimir Poutine, et nos paroles qu'on va mettre par écrit garantiront le fait qu'il y aura bien un référendum. Et pour lui, le référendum, c'est la façon pour aller plus vite, pour accepter le fait que l'Ukraine ne fasse plus partie de l'OTAN, puisque ça fait partie du bloc de constitutionnalité de l'Ukraine. Donc ça, c'est le point important. Et quant à ceux parmi les Ukrainiens qui sont partis à l'étranger, il dit deux choses. La première chose, c'est que d'une part, ils veulent revenir. 90%, c'est surtout des femmes et des enfants qui veulent rejoindre leur maison, leur mari. Et ceux qui resteront en Pologne ou en France ou ailleurs, il y a des consulats, ils peuvent tout à fait participer à ce référendum. Mais ce sur quoi il insiste, c'est qu'aucun pays garant, c'est-à-dire ça peut être la Pologne, ça peut être la Grande-Bretagne, n'acceptera le scénario de la Crimée, c'est-à-dire qu'un référendum avec des kalachnikovs dans le dos. Ça, c'est pas possible. Il faut que les Russes quittent le territoire et seulement après, il y aura ce référendum. Et il dit, l'avantage pour Vladimir Poutine de ce référendum, c'est que ça sera plus rapide. Parce que si c'était par voie parlementaire, ça mettrait 1 an. Alors, on constate que l'armée ukrainienne est en train de marquer des points, du moins de résister très fermement. Est-ce que Volodymyr Zelensky, pour lui, pour ces négociations, c'est quelque chose qui peut lui donner du poids? Bien sûr. L'armée ukrainienne résiste. Et surtout, et il l'a dit à cette interview devant des journalistes russes, et il l'a dit en langue russe, il dit aux Russes... vous n'avez aucune chance. Vous n'aviez déjà aucune chance en 2014 lorsque vous avez annexé la Crimée et déstabilisé Donbass. Il est assez offensif dans cette interview. Il mouille des oligarques, le fameux Abramovich, qui est le patron du club de Chelsea en Angleterre. Oui, oui. On apprend par cette interview que effectivement Abramovich a participé aux négociations à Gomel en Biélorussie. Abramovich voit que tous ses biens sont gelés, son yacht, il peut pas vendre son club de Chelsea, etc. Il veut se rendre utile. Et là, le président... Le Times affirme qu'il aurait peut-être été victime d'une tentative d'empoisonnement ce soir. Oui, alors ça, il faut être très, obscur, il faut faire attention à ce type de propos. Mais ce qui est sûr, c'est que Abramovich veut s'engager. Et ça, c'est le signe que les oligarques commencent à bouger. Et là où Zelensky est très intelligent, c'est qu'il leur dit, mais écoutez, venez en Ukraine. Moi, je vous donne la nationalité ukrainienne. Tous ceux qui, aujourd'hui, prennent leur distance vis-à-vis de la Russie et sont prêts à financer l'armée ukrainienne, je les reçois. Ils ne sont pas obligés de le faire publiquement, mais moi, je les accepte. Et donc, c'est finalement un peu... c'est une réponse du berger à la bergère. Vladimir Poutine, on s'en souvient, au début de l'offensive, avait dit à l'armée ukrainienne, abandonnez votre président et travaillez pour nous. Ça n'a pas fonctionné. Et là, à l'inverse, Vladimir Zelensky, cette fois, dit aux oligarques, travaillez pour nous et moi, je vous soutiendrai. Une dernière question. On a beaucoup parlé de Volodymyr Zelensky. Parlons de Vladimir Poutine. On comprend bien que dans cette négociation, Vladimir Zelensky, il n'arrive pas sans argument, sans poids. De son côté,
Poutine, son dernier argument massue, le plus sanglant, ce serait de faire de plus en plus de victimes civiles. On peut s'attendre malheureusement à cela. Oui, on le voit. On le voit à mesure que l'armée russe n'avance pas en Ukraine, les frappes sont de plus en plus violentes, frappent de plus en plus les structures civiles, les hôpitaux, les écoles, Et etc. on n'entend plus parler du corridor humanitaire de Mariupol. On n'en entend plus parler. Or, effectivement, il y a déjà 5000 morts, il y a plus de 100 000 personnes qui vivent sans électricité, sans chauffage, sans nourriture. Enfin, c'est un drame humanitaire enfin, absolument terrible. Donc, il faut essayer de trouver une solution très rapidement par rapport à Mariupol. Il y a encore plus de 100 000 personnes qui sont à Mariupol aujourd'hui. Il faut trouver une solution. Et en même temps, ce qui était important pour le maire de Mariupol, qui a fait cette demande d'évacuer sa population, c'est que Zelensky dise lors de cette même interview « Je laisse libre choix aux habitants de Mariupol de partir s'ils doivent partir. C'est pas à moi de dire quoi que ce soit. Ça sera plus difficile ensuite pour l'armée ukrainienne de récupérer Mariupol, mais il faut bien, et il faut le dire en France, notamment au président Macron qui veut s'impliquer dans cette affaire, Volodymyr Zelensky, lui, il veut récupérer Mariupol. Il veut qu'on lui donne des chars, il veut qu'on lui donne des avions, mais il veut récupérer Mariupol. Mariupol ne faisait pas partie du Donbass occupé de 2014. Or, ce qu'il a dit lors de cette interview, c'est moi, je suis prêt à faire un compromis. Il a utilisé ce terme de revenir aux frontières d'avant le 24 février, mais les frontières du 24 février, il n'y avait pas Mariupol. Non. Donc, il veut récupérer Mariupol. On verra cela. Merci d'avoir été avec nous, Antoine Arjakovski. Merci beaucoup pour votre analyse.